chers téléspectateurs, Ouafrica TV nous dit et nous signifie que le progrès est la marque de son existence. Ce matin, avec le professeur Mouchili, dans les réflexions dans cette émission Interrogeons-nous, nous voulons nous interroger sur les notions d'espace et de temps. Des notions qui, a priori, beaucoup considèrent comme des notions métaphysiques, des notions philosophiques ou hautement philosophiques. Mais nous voulons voir ce matin quelle est la relation entre ces concepts et la notion de progrès. Bonjour, professeur Mouchili. Merci. Et je vous remercie encore pour cette invitation renouvelée. Et ce qu'on doit dire, c'est que il faut savoir que la conception du temps, de l'espace, en fonction des disciplines, peut varier. C'est vrai que le problème est posé pour la première fois en philosophie, l'espace, le temps. Mais le vécu de l'espace et le vécu du temps, pour comprendre ces deux notions, il faut se référer à la fois à l'histoire et à la science. Du côté de la science, il s'agit de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, qui est né il y a environ 15 milliards d'années de ce que les Occidentaux, de ce que les scientifiques ont appelé le Big Bang. Et il faudrait déjà savoir que le concept de Big Bang a été utilisé pour la première fois en 1949 par un certain Alfred pour dénigrer la position des scientifiques comme Georges Lemaître ou Hubble qui, eux, avaient pensé que l'univers, à sa naissance, d'une explosion, à partir d'une matière primitive, avait connu une expansion, et cette expansion permettait l'agrandissement dans le temps de l'espace. Et nous sommes arrivés à aujourd'hui où la vie est possible sur Terre et les autres formes d'existence au moins depuis 4 milliards d'années. Mais la forme humaine que nous sommes n'a pour âge que 200 000 ans. Et ce qu'on doit retenir dans ceci, c'est que en science, la notion d'espace ne peut pas être déconnectée de celle du temps. On parle de l'espace-temps, au cadre spatio-temporel. Parce que l'espace, même s'il constitue l'étendue de l'univers, constitué d'un ensemble de galaxies, et nous sommes dans cet univers, dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée, et plus précisément dans le système solaire. Et ce système solaire a un âge, il y a une dynamique interne à cela, il y a un ensemble d'astres dont les mouvements concentriques nous permettent de présager la succession des jours au cours de ce temps. Bon, maintenant, sorti de la compréhension scientifique du temps, on entre dans la compréhension historique qui clarifie les événements qui ont lieu au cours de l'existence. Ici, l'espace et le temps vont répondre à des questions existentielles. Ces questions existentielles, c'est qu'est-ce que nous faisons de notre histoire? Et ce faisant, nous comprenons si à l'intérieur de l'histoire, on peut marquer l'espace-temps à partir d'un ensemble d'événements dont nous sommes auteurs et acteurs selon que nous voulons progresser en termes de liberté, en termes de rationalité et en termes de volonté. Oui. Avant que vous ne poursuiviez, vraiment merci d'avoir planté le décor de cette manière. Maintenant, pour nos téléspectateurs qui s'interrogent, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que le temps? Est-ce que malgré le fait que les deux concepts marchent ensemble, est-ce qu'on peut quand même avoir une compréhension de l'un et de l'autre plus tard? Bon, c'est vrai que c'est la compréhension de l'un qui permet la compréhension de l'autre et réciproquement. Bon, mais ce qu'on doit dire, l'espace peut être non seulement notre milieu de vie, mais aussi l'ensemble de ce qui constitue l'univers. On ne va pas entrer dans la structure subatomique pour montrer chaque élément devant entrer dans la structuration de l'espace. Et dans cet espace, on a l'impression qu'il y existe des vides. Mais il n'y a pas de vide parce que l'univers, lui, n'est pas né de vide. Mais même s'il faut parler de vide, il faudrait parler d'un vide plein. Le vide est plein parce que ce que nous croyons être vide est constitué
des particules virtuelles ou alors des particules quantiques à charge négative. Ce qui fait que le mouvement est permis à l'intérieur de ce qu'on entend être, de ce qu'on entend comprendre comme vide. Mais pour savoir que le vide n'existe pas, c'est lorsque on a lâché un objet en le laissant en mouvement. La dynamique du mouvement ne va pas être persistante parce qu'à un moment, on va sentir une sorte de résistance. De résistance. Ça veut dire qu'il y a un effet de frottement dans le sens contraire qui ralentit le mouvement et arrête le mouvement. Si le vide existait, on pourrait lancer un caillou dans un endroit et ça part continuellement, sans jamais s'arrêter. Mais il faudrait aussi que le caillou ait la possibilité d'être propulsé. Mais quelle serait la force de propulsion? Voyez-vous? Donc ça signifie que à bien voir ce qu'on entend par vide, le vide n'existe pas. Voyez-vous? Même quand on écrit 0 dans un cahier, on ne peut plus écrire sur cet espace parce que 0 occupe un espace. Donc le 0 n'est pas le néant. Bon, ça, les Indiens l'ont bien défini au 5e siècle de notre ère. Parce que ce sont eux qui ont inventé le 0. Bon, ce que je dois dire. Maintenant, ce qu'on entend par le temps. Le temps, c'est l'effet qu'exerce la nature, c'est-à-dire cet univers, sur nous pendant qu'on y est. Et cela s'observe à partir des modifications. À l'échelle humaine, on va voir un homme naître, progresser dans l'espace en se maturant. Voyez-vous? Et ce processus de maturation l'amène à savoir occuper son espace, à savoir se déterminer dans cet espace, à savoir s'inventer comme un être qui peut faire usage de cet espace selon qu'il souhaite y vivre confortablement. Voyez-vous? Bon, maintenant, on peut inventer des instruments de mesure du temps pour que ça ne soit plus seulement vécu consciemment. Parce que le vécu du temps par la conscience, c'est ce que Bergson a appelé la durée. Bon, cette durée ne peut pas être la seule possibilité de définir le temps. À ce niveau, chacun aurait son temps et chacun ne saurait comment s'entendre avec l'autre pour être capable de s'entendre sur le temps. Parce que chacun vivrait seulement la durée. Un exemple. Nous voici, peut-être, nous assistons à un match de football. Celui qui est le supporter de l'équipe qui est menée a l'impression que le match court rapidement vers sa fin. Très bien. Oui, mais celui qui est du côté de l'équipe qui est en train de mener a l'impression que le temps s'est arrêté et à tout moment on peut égaliser. Il faudrait que le temps avance vite. Là, c'est le vécu du temps par la conscience qu'on appelle la durée chez Bergson. Bon, maintenant, revenu à la perception scientifique du temps, l'homme a su inventer des canons scientifiques pour avoir un instrument de mesure du temps. Et à partir de là, on a pu graduer, on a pu dater les événements de l'histoire. Parce que l'homme ne vit pas à l'aveuglette. Même s'il peut improviser, il est au moins une improvisation créatrice. Et parmi ces créations, il y a la possibilité de comprendre, d'enfermer l'espace dans lequel il vit dans une sorte de structuration temporelle. Parce que lui-même, il est un être temporel. Et quand vous rentrez même dans la philosophie de Martin Heidegger, là où il parle de la temporalité pour remettre en question l'histoire de la philosophie qui a parlé de l'être comme s'il s'agissait d'un principe éternel, immuable et incorruptible. Et Hegel se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut bien parler de l'être que de l'homme lui-même qui est absolument un être temporel. Ça veut dire que la temporalité ne peut pas être évacuée de la compréhension qu'on doit avoir de l'être. Et là, on a maintenant, quand on veut percevoir le progrès, c'est-à-dire c'est la dynamique d'utilisation du temps selon qu'on veut occuper un espace pour construire une démographie artificielle et à partir de cet artifice, trouver dans son espace une vie réussie. C'est que Luc Ferry entend par vie réussie. Mais ici, il ne s'agit pas d'une recette, mais il s'agit de baliser son espace en fonction de ses activités, de façon à ce que nous soyons nous-mêmes maîtres de l'organisation du sens que prend notre existence. Professeur Mouchili, merci beaucoup. On va poursuivre, mais je vais casser un peu le rythme. Qu'est-ce que vous dites à un peuple qui pense que le temps, Dieu c'est le temps, et il chante même que Dieu c'est le temps appartient à Dieu. Vous connaissez tout le discours qui oui. Bon, il faut dire
que ce peuple est encore trop connecté à la perception de l'univers tel que cela a été pendant des millénaires. Le principe aristotélicien qui ne perçoit pas un début et une fin du temps, qui pense la possibilité d'une sorte d'éternité de l'espace et qui croit que la société a toujours existé, organisée en structure politique et qui n'envisage pas encore une sorte de succession de révolutions qui entraînerait les hommes vers une autre possibilité de perception de soi. Donc, c'est-à-dire le peuple humain qui fait la démographie de notre univers de civilisation pense que vivre, c'est marquer le laps de temps qu'on a à vivre, de façon à ce que son passage soit marqué par des sauts indélébiles qui feraient de vous un être éternel, même si vous êtes mort. Voyez-vous, à ce niveau, un peuple qui n'a pas conscience du temps dans sa projection dans l'histoire aura tendance à être un peuple rétrograde parce que ce peuple pensera que le système traditionnel en vigueur est la seule chose qu'il faut transmettre de génération en génération. Et c'est à cela qu'on a eu affaire avec une certaine tendance philosophique au début des années d'indépendance, ce qu'on appelait les no-philosophies, où on croyait que les cultures africaines pouvaient signifier la philosophie des Africains et que par conséquent, il fallait ne pas, parce qu'il fallait se garder de tout changement brutal, ne pas deviner les autres, mais conserver sa culture de façon à marquer la différence qui existe entre nous et les autres. Et même Senghor n'a pas échappé à ce type de discours. Et lui-même, ça veut dire, le rendez-vous du donner, du recevoir consiste à ce que chacun arrive dans ce carrefour avec ses marques particulières. Voyez-vous, pour, à partir de cette différence qui me distingue de l'autre, avoir quelque chose à partager en fonction de la différence que je constitue. Sans imaginer que ce qu'on apporte, c'est de la production. Oui. Quand je dis production, je parle de nouveauté. Peut-être il faudrait-il aussi interroger la perception que Senghor avait même de la politique en son temps. S'il s'agit d'un système de solidarité fondé sur le communisme, comme l'ont été certains Africains, il faut bien se dire qu'à ce niveau, on peut compter sur la solidarité pour venir en aide au peuple en retard. Mais est-ce que la solidarité est une caractéristique naturelle, innée, fondamentalement métaphysique et déterminant la nature humaine? Non. Ce qui caractérise l'homme à l'état de nature, c'est la ruse, la fraude, c'est la force. C'est parce que l'État, le système social d'aujourd'hui est structuré politiquement et institutionnellement qu'on est obligé de se commuer en gentleman. On n'est pas gentleman par nature. C'est parce qu'on a peur de la loi. Même si, pour aller justement dans votre sens, c'est que la ruse, la fraude et la force ne cessent pas à partir du moment où la société, c'est que l'homme essaye de se cacher délicatement pour ne manifester. La ruse, la fraude, la force sont contenues. Oui. Et on donne, on accorde à l'État, à l'institution qui gouverne, la priorité de faire usage de cette ruse, de cette fraude, mais sauf que cela doit être déterminé par les principes qui régissent le vivre ensemble. Oui. Voyez-vous, il ne s'agit pas de se faire contre l'institution qui réglemente le vivre ensemble. Là, on aura une force légale qui agit sur la population de façon à maintenir l'ordre public. Oui. C'est à ce niveau qu'on peut expliquer la nécessité de penser qu'il y aurait toujours la force, qu'il y a toujours cette force qui caractérise l'homme, mais c'est contenu parce que ce n'est plus chacun qui fait usage de sa force à sa guise. Professeur Mouchili, on peut dire que l'espace et le temps sont les modalités de la signification humaine. Oui. L'espace et le temps sont des modalités de la signification humaine de l'existence. Ça veut dire que l'existence de l'homme
ne peut pas être comparé à la simple vie de toutes les autres, de la même façon que cela se passe dans toutes les autres espèces. Parmi les formes de vie, il y a la forme de vie humaine qui a conscience d'elle-même et qui s'auto-produit en se définissant par rapport à d'autres espèces et de manière même à coloniser d'autres espèces, à domestiquer ces espèces, à faire en sorte que ces espèces qui vivent ne vivent qu'en fonction du confort que l'homme souhaite instaurer dans l'espace où il vit. Pour ça, si l'espace et le temps, au départ, nous dépassent, disons ça comme ça, parce que nous sommes des êtres finis et que l'espace et le temps sont infinis, on peut considérer que notre marque dans l'espace et le temps, c'est pour devenir infini nous aussi, à travers l'art par exemple. Disons que le temps et l'espace ne sont pas infinis, puisque l'univers va s'effondrer. Peut-être et se restaurer. Non, s'effondrer totalement et disparaître. On ne peut pas le dire. Sauf on peut le dire. Sauf si c'est une prophétie pour ça. C'est même pas une prophétie. Le Big Bang est la naissance de l'univers. Le Big Crunch sera l'effondrement de l'univers. Le Soleil, par exemple, a 11 milliards d'années de vie. On est au 5e milliard d'années de vie du Soleil. Le Soleil, pour briller, utilise un carburant qu'on appelle l'hélium. Et la quantité de carburant arrive à un moment à s'estomper. Et la voiture, même dans la voiture, ça s'arrête. Et il faut savoir donc que même la terre dans laquelle, la terre sur laquelle nous vivons, dans le sous-sol, il y a une sorte de fermentation bactérienne qui crée des oxydes d'azote qui vont polluer l'atmosphère et polluer aussi la terre. Parce que la terre s'auto-détruit. Par exemple, nous ne sommes pas responsables du Sahara occidental qui a au moins 7 millions d'années. Il y a 7 millions d'années, l'espèce humaine n'existait même pas. L'espèce humaine, Homo sapiens, n'a que 200 000 ans, dans le 5e du million d'années. Or, il y a 7 millions d'années, le Sahara occidental avait commencé à naître. Prof, est-ce qu'on peut dire avec certitude que la Terre est le début de l'existence? La Terre a permis l'existence à partir du 11e milliard d'années après le Big Bang. Parce que de la surface de la Terre, la quantité de radioactivité qu'il y a eu depuis le début de l'univers jusqu'à il y a environ 4 milliards d'années était telle que la vie n'était pas possible sur Terre. Quand même il y avait des explosions d'étoiles qui atteignaient leur maturité et mouraient. Mais quand il y a eu dissipation du taux de radioactivité de la surface de la Terre, les étoiles qui ont péri ont donné lieu à des premières formes de vie, d'abord sous-marines. Voyez-vous? Et ça a donné lieu au début de vie biologique qui peut avoir commencé par des structures bactériennes et ça s'est développé jusqu'à nous. Prof, est-ce qu'il n'est pas prudent d'estimer peut-être qu'à la fin de cette autodestruction de la Terre, il y aurait plutôt une autre forme de vie possible plutôt que de penser à un arrêt? C'est ce que les anciens ont pensé, mais c'était faux. Non. Quand on se rapproche, par exemple... Pas du tout au sens religieux, prof. Oui. Pas du tout au je sens parle d'Aristote, par exemple. Oui. Aristote, par exemple, a pensé l'éternité de l'univers. Voyez-vous? Et il a pensé le non-début de l'univers. Il croyait que l'univers... Mais c'est en voulant vérifier l'hypothèse aristotélicienne que les scientifiques constatent que la marche de l'histoire est telle qu'on ne peut pas, à un moment donné, commencer à croire que la Terre peut être née, que l'univers peut être né pour ne pas mourir. Parce que la Terre même est un être vivant. Et nous voyons le début de sa mort. Avec déjà le désert qui apparaît. Tout ça nous montre que la Terre mourra. Voyez-vous? Il n'y a rien d'éternel. Le principe d'éternité est né des mythologies qui sont ancrées et qui font que nous soyons toujours en train de croire que nos schèmes mentaux qui ont été déterminés par ces mythes, parfois par les religions, doivent continuer à susciter en nous une sorte de peur vis-à-vis d'un principe transcendant.
Je ne voudrais pas développer plus parce qu'il ne faut pas entrer en conflit avec les religieux. Mais ce qu'on dit, c'est que à observer l'univers à partir des données scientifiques, on constate bien que à un moment donné, il y a eu explosion d'une structure atomique primitive et dont les données, c'est-à-dire les entités, étaient suffisamment denses pour qu'à 10 puissance 28 degrés, il y ait cette explosion qui donne lieu à la naissance de l'univers. Et l'univers se mature en grandissant. Et ça s'explique à partir du phénomène d'expansion. Vous voyez, il y a celui qui a inventé le concept de Big Bang, Fred Hoyle, en 1949, n'a jamais cru que ce que disait Hubble, ce que disait Georges Lemaître, parce qu'il faut bien dire que c'est lui-même qui a davantage expliqué la nécessité pour l'univers de mourir à un moment donné, c'est Monseigneur Georges Lemaître, prêtre catholique dominicain belge. Parce qu'il faut bien qu'on sache que même des religieux étaient des scientifiques. La première démonstration de Georges Lemaître, c'est en 1917, dans un débat avec Albert Einstein. Albert Einstein lui a dit, tes calculs sont exacts, mais la perception que tu as de l'univers est totalement erronée. C'est en 1930 que Albert Einstein, ne pouvant plus trouver un moyen pour permettre la possibilité de créer une articulation entre mécanique quantique et relativité générale, il accepte finalement que ce que disent les physiciens du cercle, comment on appelle, de l'école de Copenhague. Je veux parler de Heisenberg, je veux parler de Georges Lemaître et je veux parler de l'américain Hubble. Parce que Hubble, c'est celui qui va inventer le télescope qui va permettre de voir comment l'univers voyage. Mais les calculs par rapport à l'accélération de l'expansion de l'univers, ces calculs sont donnés par Georges Lemaître. Et vous voyez, et à un moment donné de l'histoire, on est bien obligé de l'accepter. Mais il y a quand même quelqu'un comme Fred Hoyle, dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure, il est décédé en 2001, très récemment là. Même à sa mort, il n'était pas d'accord avec ces principes. Il était plus, il avait une pensée qui s'articulait davantage à celle des croyances religieuses, de la mythologie ou du principe aristotélicien qu'à celle de la science. Et pourtant, il s'agit d'un scientifique, un astronome qui n'a pas pu démontrer ce qu'il croyait. Mais comme ses convictions étaient plus fortes que ses connaissances, il a préféré, au lieu de céder à la logique de la science, il a plutôt cédé à la foi. Prof, avant de poursuivre sur l'utilité de l'espace et du temps, je vais quand même poser une dernière question sur cette séquence. Oui, bien. Est-ce que, scientifiquement, le fait que ce soit l'infiniment petit, qui soit à peu près le moteur du progrès et de tout ce qu'on a réussi jusqu'ici, est-ce que cette interprétation à partir de l'infiniment petit connaissable ne laisse pas plonger de doute que nous sommes peut-être en train de penser que cet infiniment petit est le dernier des infiniment petits et que derrière, il y a probablement un infiniment petit qui va nous donner d'autres savoirs sur l'existence? Le problème, c'est que les caractéristiques de l'infiniment petit d'aujourd'hui sont telles que, de façon simultanée, on ne peut pas les percevoir. On entre dans l'interprétation métaphysique du contenu de la physique. Et l'infiniment petit, c'est-à-dire ce qui est sensible à toutes sortes d'appareils qui tenteraient de le mesurer. Et ça, on est au niveau du milliardième du mètre. Parce que le quantum est encore plus petit que le micron. Le micron, c'est le millionième du mètre. Le quantum, c'est le milliardième du mètre. Et il faut déjà savoir que au millionième du mètre, on a le virus. Mais jusqu'ici, on n'a encore observé aucun virus.
Lorsqu'on vous dit à l'hôpital que, par exemple, on vous dit que vous avez le virus du VIH, ce n'est pas parce qu'on a vu le virus, c'est parce qu'on a vu le sang se comporter d'une certaine manière qui caractérise celui qui aurait ce virus. Et on fait une interprétation. On fait une interprétation et on voit dans quelle mesure prendre en charge. Personne n'a jamais vu un virus. Même pas le corona qui est schématisé. Le corona est schématisé parce que l'effet que cela a sur notre organisme permet de penser que s'il était vu, voilà comment il se présenterait. Oui. Voyez-vous? Bon, maintenant, à plus forte raison, le milliardième du mètre. Oui. C'est-à-dire, un électron, par exemple. Et moi, je pense que la question ne se pose même pas parce que c'est parce que l'infiniment petit existe que cette émission est possible. Oui, professeur. Oui, oui. En 1921, on a inventé la radio. En 1925, la télévision. Mais si on n'avait pas découvert les phénomènes quantiques en 1901, à partir des 2 articles de Max Planck sur le rayonnement des corps chauffés, comment serait-on arrivé à la télévision? Prof, ma question est celle-ci. Est-ce que derrière, il ne faut pas poser l'hypothèse qu'après cet infiniment petit connaissable, au milliardième du mètre, là, il y a un infiniment petit derrière. Et que s'il y a s'il y a une possibilité d'un infiniment petit derrière, il est possible que la théorie de la fin de l'existence soit fausse. Non. Il y a ce qu'on appelle le principe de marge d'erreur dû au principe d'incertitude en science. La science ne donne aucun résultat en valeur absolue. Toutes les valeurs scientifiques tous les résultats scientifiques sont donnés en valeur relative. Ce qui fait que la science ne dit jamais une chose de façon à conclure. Okay. La science suppose qu'à chaque réponse, on a une nouvelle hypothèse pour des recherches. Très bien. À partir de là, il faut déjà savoir que la science n'a jamais pensé quelle serait la connaissance de tout dans la totalité de ce tout. Tout à fait. La science se pense comme projection permanente vers un principe de vérisimilitude, un peu comme le dit Karl Popper. D'où la falsifiabilité, d'où l'ouverture de chaque théorie à la possibilité de critiques sévères et même de toute expérience à la possibilité de remise en question. Sortons de cette séquence, parlons de la sociabilité progressive du temps. Oui. Le temps, des êtres en relation dans le temps. Oui, oui. Comment est-ce qu'on réussit à créer du progrès dans le temps et dans l'espace, dans la relation que nous constituons avec les autres? C'est-à-dire, l'homme est par nature un être curieux. C'est ça la première motivation à la recherche. Et il a une structure cérébrale complètement différente de celle des autres animaux. Je prends tout l'exemple entre le chien et l'homme. Le chien n'a que 500 millions de neurones. L'homme en a 100 milliards. Et les interconnexions directes et indirectes qui peuvent exister entre les neurones humains sont telles que l'homme est déterminé par cette propension à la liberté. Et la liberté, c'est la connexion qui s'établit entre lui et son environnement. Parce que l'homme est un être environnemental. L'enfant qui arrive au monde n'est pas accompli. C'est pour cette raison que vous voyez la fontanelle ouverte et battre. Parce qu'il faut bien que le cerveau prenne sa masse définitive pour qu'elle se ferme. Si un enfant naît aujourd'hui avec un crâne totalement fermé, on va opérer pour laisser une marge au cerveau de se développer de façon à ce que, parce que pendant au moins les 17 premières années de notre enfance, nous avons un cerveau qui est en train de grandir. Voyez-vous? Et il faut savoir que dans ce cerveau, il existe les cellules motrices qui sont les neurones. Et la possibilité d'interaction est telle que quand vous voyez un neurone, prenons seulement les neurones au niveau du cervelet, c'est-à-dire le cervelet, c'est cette zone cérébrale qui permet la synchronisation de nos mouvements. Si nous marchons et tenons debout sans risquer de tomber, c'est parce qu'il y a une possibilité pour nous de nous tenir en équilibre. Et ça, c'est la zone qu'on appelle le cervelet qui assure cette sorte de synchronisation. Et à ce niveau-là, chaque neurone a au moins au niveau de la terminaison synaptique, 8000 possibilités de liaison avec d'autres. Si on a donc 100 milliards de neurones et que chaque neurone a 8000 possibilités de liaison avec d'autres, ça signifie qu'on n'arrivera même jamais, malgré l'essor de l'intelligence artificielle, de produire un système moteur qui ne serait pas humain et qui aurait la même indépendance, la même autonomie, la même improvisation créatrice caractéristique de l'humain. Il faudrait arriver à la conscience. Et la conscience n'est propre qu'à l'homme. Quoi qu'on dise,
même quand on aurait changé les transistors de la machine par le laser, on n'obtiendrait pas la capacité créatrice qu'on a en l'homme. Parce que nos cellules, d'abord, elles sont plastiques, elles sont déterminées à la fois par l'environnement et par la sociabilité, et le désir de toujours être autre chose, qui explique la curiosité de l'homme et qui fait de l'homme un être toujours en tension permanente entre l'être, ce qu'il est maintenant, et ce qu'il veut devenir, c'est-à-dire le devoir être. Prof, ce désir, il nous vient d'où? Est-ce qu'il vient de la socialisation ou alors il peut être considéré comme un acquis de l'existence? Non, c'est d'abord un potentiel déterminé par notre bagage génétique. C'est-à-dire, l'humanité, même quand elle se manifeste dans la société, a d'abord pour principe potentiel la structure de notre bagage génétique. Parce que si vous avez des défaillances, vous ne pourrez pas intégrer la société. Je prends l'exemple, le trisomique. Quand vous êtes victime de trisomie 21, ça veut dire qu'au niveau de la 21e paire de chromosomes, il y a une défaillance. Ce qu'on appelle vulgairement au quartier le mongol, donc c'est le trisomique. Alors, est-ce que ce trisomique a les mêmes aptitudes à s'intégrer à la société que vous? Non. Là, c'est une défaillance génétique qui implique la nécessité d'existence d'une médecine préventive comme on l'a aujourd'hui. À partir de l'expertise qu'on peut avoir d'un enfant au stade fœtal, il y a la possibilité aujourd'hui de corriger les gènes délétères de façon à ce qu'on sorte de cette maladie qui arrive comme une maladie fatale qui va déterminer l'individu. Bon, maintenant, on a inventé la thérapie génique. La thérapie génique peut être somatique ou germinale. Oui, oui. D'accord. Prof, maintenant, je voudrais qu'on parle du temps et l'espace dans la relation avec les autres. Oui. C'est-à-dire que on réussit quand même à construire le progrès. Le progrès ne se construit pas ou ne peut pas se construire seul. Oui, oui. Dans un environnement, on est obligé de faire avec les autres. C'est-à-dire d'avoir une signification, une interprétation du temps qu'on partage avec les autres. Oui. Comme par exemple, savoir venir à l'heure, être dans une activité, situer l'activité dans un temps et finir cette activité et rentrer dans une autre activité parce qu'on est dans un découpage du temps que nous permet par exemple la montre. Voilà, je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Il faut déjà savoir que l'existence est un engagement. Et l'engagement signifie l'entraînement dur et régulier en vue de se former pour être capable d'atteindre des objectifs en fonction des exigences de la société. C'est pour cette raison que même le principe de citoyenneté, ce n'est pas parce qu'on a une carte d'identité dans un État et qu'on a un acte de naissance qu'on est citoyen. On doit encore mériter d'être citoyen. La prison existe parce que tout le monde ne mérite pas d'être citoyen. Voyez-vous, nous avons déjà organisé la société de façon à ce que celui qui n'est pas citoyen habite la prison. Ça veut dire que l'engagement existentiel est de nature, d'une telle nature que celui qui est un frein dans la société peut aller jusqu'à être banni à l'écart. Oui. Donc, ça signifie que... Et une mise à l'écart pour nos téléspectateurs, une mise à l'écart qui signifie un temps de réparation pour qu'il revienne meilleur que ce qu'il était auparavant. De toutes les façons, il y a des États dans lesquels la peine de mort est appliquée et existe. Ce qui est sûr, l'État se constitue par-delà le bien et le mal. Ce qui gouverne l'État, c'est le permis et le défendu. Ce n'est pas le bien et le mal. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est un principe juridique, législatif, qui structure le vivre ensemble à l'intérieur de l'État. Donc il faut se surpasser pour dépasser ces considérations partisanes ou singulières pour adhérer à l'objectivité de la légalité qui permet que chacun se trouve à un endroit précis en fonction de son mérite à l'intérieur de l'État. Voyez-vous, ça veut dire que on doit grandir dans le développement de la conscience de s'intégrer, pas facultativement, mais à partir des aptitudes qui nous donnent la capacité de répondre aux exigences de la civilisation dans laquelle nous sommes. Pour ça, on a l'impression qu'on n'a pas tous la même pression existentielle. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce qui explique ça, ça peut être
l'extension du système éducatif de façon à ce que tout le monde ne se sente pas happé par la structure éducative. Parce que si l'éducation est une fonction régalienne de l'État, il n'est pas question qu'il y ait à l'intérieur du même État des hommes non éduqués. C'est pour cette raison que quand même l'État ne peut pas prendre tout le monde en charge, on ne privatise pas l'éducation, mais on accepte que les capitaux privés en participent de l'éducation. Voyez-vous? Parce qu'on a souvent une façon de dire, ça c'est un lycée privé. Il n'y a pas une éducation privée. L'éducation est pensée par l'État, mais les capitaux peuvent venir des particuliers ou des groupes, selon qu'on est personne physique ou personne morale. Et ces capitaux participent de l'éducation de l'homme, selon que le souhaite l'institution supra-tribale, donc ce qui s'élève au-dessus de toutes ces considérations partisanes au profit des objectifs nationaux de développement. Prof, on pourrait vous retorquer que tout le progrès que l'humanité a connu jusqu'ici n'a pas toujours été lié à une éducation. À l'époque des premiers qui ont eu cette pression, cette curiosité scientifique-là, il n'y avait pas un système éducatif systématisé qui leur exigeait de gagner le temps, de gagner l'espace, de s'inscrire dans le monde, mais ils l'ont quand même fait. C'est pour cette raison que quand on est dans la philosophie, les premiers philosophes se sont appuyés sur une intuition intellectuelle pour penser la signification du monde. On peut citer dans le temps Platon, on peut citer Aristote. C'est pour ça que je parle de pression existentielle. La pression existentielle est fonction de ce que les objectifs à atteindre doivent stimuler le désir que nous avons à nous engager. Parce qu'il ne faut pas penser l'existence comme une participation facultative à la communauté, c'est-à-dire à la réalisation de la communauté. Quand il parle d'engagement, il s'agit de savoir que l'homme est astreint de participer. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette astreinte qui fait que l'homme soit happé, il ne s'agit pas d'un choix, il s'agit d'une condamnation à être dans la société. Voyez-vous? Oui. On ne va pas dire, je suis Camerounais, mais je m'en fous. Non. On a la contrainte de participer à la citoyenneté camerounaise qui pense un système de développement en fonction de la qualité d'homme. Et la qualité d'homme dépend de l'éducation et de la formation. Et c'est dans l'espace et le temps que tout cela se joue. Oui, c'est ce qu'on appelle à l'échelle politique ou à l'échelle de la considération du temps et de l'espace comme il s'agit de l'histoire en ce moment-là. Parce que l'histoire comme discipline est la pensée de l'espace et du temps selon que les hommes s'organisent à créer à l'intérieur du parcours de leur existence des événements qui font d'eux des êtres conscients d'eux-mêmes. J'aurais dû poser peut-être cette question aux psychologues, mais je veux quand même vous la poser, prof. Comment expliquer que nous soyons des peuples comme ça chez qui on ne voit pas cette pression forte-là, malgré les avancées du monde? Comment comprendre ça? Vous savez, le développement ne se fait pas dans l'indiscipline ou dans la vocation à penser par soi-même ce qu'un État deviendrait. Les États sont des structures d'ensemble. Et il y a un principe organisationnel de l'État. Et il y a une volonté qui peut permettre de galvaniser les intelligences de façon à ce qu'on soit contraint de participer. Il y a des périodes de l'histoire où on peut vivre de sorte de léthargie. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot inertie pour caractériser certaines façons de penser. Vous savez, ça allait au niveau, c'est venu même des sommets de l'État dans certains pays. Voyez-vous? Mais cela signifie tout simplement que parfois on prend conscience de ce qu'on ne s'investit pas assez
pour que la dynamique de changement attendue dans le sens positif en vue de la recherche du confort se fasse dans une régularité telle qu'on puisse mesurer la célérité. On a l'impression que ce type d'État stagne. Or, il faut sortir de cette stagnation pour s'inventer autrement et aller très rapidement, mais sûrement, parce qu'on a des objectifs bien élaborés, bien pensés. Et maintenant, le créneau, c'est-à-dire l'espace-temps qu'on se définit pour atteindre ces objectifs, ça doit être tel que, en cas d'inertie, on stagne et on n'atteint pas les objectifs. Prof, si nos États ne bougent pas beaucoup et ne nous mettent pas la pression qu'il faut pour qu'on avance, comment est-ce qu'on réussit à faire que cette pression naisse chez l'individu? Il y a toujours un moment de prise de conscience. Si ce n'est pas l'État, aujourd'hui dans le système néolibéral, les transnationales sont en train de phagocyter les États. Et il va falloir se réveiller pour que le système d'échange entre les hommes ne soit pas issu ou ne soit pas ponctué ou ne soit pas déterminé par une sorte de concurrence déloyale. Sinon, les faibles n'existeront plus. Alors, comme l'État a l'obligation de soutenir l'humanité selon qu'elle peut être faible ou forte ou très intelligente, alors ne pouvons pas accepter de mourir. Vous savez, l'homme est l'être qui ne se sent dans l'obligation de se réaliser positivement que lorsqu'il est dos au mur. Parce que c'est la pression qui crée l'émulation de cette intelligence qui va vouloir se surpasser pour sortir de toute léthargie dans laquelle elle se serait trouvée à un moment donné. Donc, il n'y a pas un peuple qui va demeurer dans la léthargie, dans l'endormissement pour l'éternité. Non, ça n'existe pas. Tous les peuples, à un moment donné, prennent conscience de leur retard et se décident de faire des sauts vers l'avant, des bonds de réussite. Dernière question, prof. L'espace et le temps sont les outils ou les moyens de défi pour l'existence. Oui, la capacité pour nous à domestiquer ces deux données, à la fois physiques et historiques, nous permet de savoir où on va, comment y aller, avec qui et avec quoi. Chers téléspectateurs, merci infiniment d'avoir suivi cette émission de bout en bout. Nous vous annonçons l'émission prochaine sur la curiosité scientifique. Professeur, ça vous merci, tente? Je serai là quand vous m'aurez invité, donc je n'ai pas besoin de choisir des sujets. Si vous m'obligez à recourir à mes cahiers, je le ferai toujours. Merci infiniment, professeur. C'est moi qui vous remercie. Nous souhaitons qu'on discute de la curiosité scientifique. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt sur Africa TV.